bonjour, bonsoir à tous les participants. Je m'appelle Taylor Tenney, je suis l'attaché de presse à l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Mesdames et messieurs, honorables invités qui partagent une curiosité intellectuelle et un intérêt passionnant pour le talent. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois pour cette conférence débat sur le livre du mois juin 2021, le Code du talent. On ne naît pas talentueux, on le devient. Donc, l'objectif est d'engager une discussion autour des clés pour le développement des talents qui permettent de réussir dans n'importe quel domaine. Nous aurons l'occasion d'apprécier la richesse, la profondeur et la pertinence des stratégies de l'auteur Daniel Coyle pour un développement humain adapté aux besoins de la société. Je remercie nos panélistes, Dr. Khan et M. Adjoumani, pour tous les efforts mis en commun pour la réussite de ce débat. Tout en espérant que cela aboutira à des échanges fructueux et utiles, je vous souhaite, mesdames et messieurs, un excellent programme. Je vous remercie. Dr. Khan a un master en neurosciences. Elle est la directrice d'un centre d'éveil pour enfants qui amène les enfants à la lecture et aussi à la découverte intellectuelle. Ce centre s'appelle « Ici on lit, ensuite on joue ». Elle est également la directrice de la librairie Kena, une librairie entièrement dédiée à la collection Nouveaux Horizons. Dr. Khan a bénéficié de plusieurs programmes culturels auprès de l'ambassade des États-Unis et du département d'État américain. Elle a été Ivy et successivement Mandela Fellow. Elle a été également Yali. Dr. Khan fait partie des jeunes leaders africains sur qui nous pouvons compter en ce qui concerne la transmission du savoir sur tout le continent. Merci Dr. Khan d'être des nôtres aujourd'hui. Après Dr. Khan, nous allons présenter notre premier panéliste, qui est Koko Adjoumani Émile, qui est géomètre expert. Il est expert près des cours de tribunaux. Il est aussi président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire depuis plus de 18 ans. Il est membre de la Fédération des géomètres francophones, membre de la Fédération internationale des géomètres. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de sciences géographiques à l'INPHB de Yamoussoukro, d'un diplôme d'ingénieur de conception des travaux publics de l'INPHB de Yamoussoukro et de Master 2 international en médiation à l'UCAO et également à l'ICP de Paris. Monsieur Koko Adjoumani est très connu en matière de conception et il est l'un des bâtisseurs les plus reconnus en Côte d'Ivoire. Il est le bâtisseur et le concepteur du centre commercial dénommé Coco Mall que nous trouvons à côté du CHU d'Angré. Monsieur Koko Adjoumani est aussi mentor, tout comme Dr. Khan, sur nos programmes d'encouragement en ce qui concerne les STEM auprès de la jeunesse, qu'elle soit masculine ou féminine. Donc voilà un peu ce que nous avons comme panélistes aujourd'hui. Et nous allons donner le micro au premier panéliste qui est donc Monsieur Adjoumani. Il va nous présenter la première partie de notre livre, Le Code du talent. Monsieur Adjoumani, s'il vous plaît. Merci, Madame Angora. Nous allons aujourd'hui parler du Code du talent. Je vais traiter avec vous la pratique approfondie. Ce livre a été écrit par Daniel Coyle en 2020. Il fait 255 pages et son titre originel est The Talent Code. Nous avons l'auteur qui est M. Daniel Coyle. Il est né à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis d'Amérique. Il est auteur conférencier connu à l'international. Ses ouvrages figurent parmi les best-sellers du New York Times. Vous avez à l'écran les deux présentations de livres, les deux versions, la version française et la version anglaise.
Le plan que nous allons dérouler se définit comme suit. L'introduction, quelques notions sur le fonctionnement du cerveau humain, l'action de la myéline, la pratique approfondie, les 3 règles de la pratique approfondie et ensuite la conclusion. En introduction, d'où viennent les talents? Les talents sont-ils innés ou acquis? Dans quelles conditions peuvent-ils se développer? Afin de trouver des réponses à ces questions, notre auteur du jour, Daniel Coyle, a parcouru plusieurs foyers de talents disséminés partout dans le monde. Il présente ici, dans son livre « Le Code du talent », les talents ainsi que les processus pour les acquérir sous un angle scientifique, c'est-à-dire la neuroscience. Daniel Coyle fournit ainsi aux parents, aux enseignants, aux entraîneurs, aux hommes d'affaires et à tous les autres les outils qu'ils peuvent utiliser pour maximiser leur potentiel et celui des autres. Ce livre révolutionnaire montre comment naît et grandit le talent en puisant dans les mécanismes cérébraux. Selon lui, toutes les compétences humaines, qu'il s'agisse de la maîtrise d'un sport, de la pratique d'un instrument de musique, mais aussi de l'écriture des romans et bien d'autres encore, peuvent se réduire sur un plan biologique à un ensemble très complexe de circuits neuronaux, des neurones connectés entre eux par des synapses. Le talent, l'excellence dans un domaine donné est lié à une substance gélatineuse qui se trouve dans l'intérieur de notre cerveau, la myéline. Mais comment cela fonctionne? Nous allons parcourir un peu le cerveau humain. Le cerveau humain est un enchevêtrement de fils, 100 milliards de fils, les neurones connectés les uns aux autres par des synapses. Grâce à la découverte de la neuroplasticité, nous savons désormais que le fonctionnement du cerveau n'est pas figé depuis la naissance, ni qu'il connaît un déclin inexorable une fois atteint l'âge adulte. Notre cerveau continue de produire des neurones et des synapses tout au long de notre vie. Plus un circuit neuronal est utilisé, plus il se renforce et la myéline agit comme un isolant sur le dit circuit électrique en gainant les fibres qui le composent. Elle les rend beaucoup plus puissants, rapides et précis. Je vous présente une image de 2 neurones connectés. Donc vous avez les 2 neurones et au milieu vous avez la synapse. Vous avez la synapse ici. Vous avez la neurone ici et la neurone ici avec la synapse. Ensuite, nous avons un schéma, le schéma d'un neurone. Le neurone, vous avez les éléments constitutifs. Vous avez le point 1 qui est ici, qui est la dendrine. Vous avez l'axone, le nœud de Ranvier, l'extrémité de l'axone. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la position de la myéline. Vous avez position 5 où il y a la myéline. C'est ça qui nous intéresse ici. Grâce à la myéline et au nœud de Ranvier, la vitesse de progression de l'influx nerveux dans l'axone est maximisée. Vous avez ici une vue en coupe d'un neurone avec sa fibre nerveuse enveloppée de myéline. Notre élément principal ici, c'est la myéline. Nous vous montrons où se trouve la myéline qui enveloppe la fibre nerveuse. Tout ça, c'est la myéline.
Donc nous allons parler de l'action de la myéline. L'activation des nerfs développe la myéline. La myéline régule la vitesse des impulsions et la vitesse des impulsions entraîne la compétence. Vous voyez pourquoi nous parlons de la myéline. Je répète, l'activation des nerfs développe la myéline. La myéline régule la vitesse des impulsions et la vitesse des impulsions entraîne la compétence. Parce que nous allons vers le talent. Toutes nos actions et même nos pensées sont les résultats de pulsions électriques transmises le long des fibres nerveuses. Par exemple, si le circuit d'activation d'un muscle pour l'exécution d'un mouvement est lent et peu précis, le mouvement le sera. Si au contraire, le circuit est rapide et synchrone, le mouvement sera de bien meilleure qualité. La vitesse des signaux cérébraux passe de 3 km/h d'un circuit peu ou pas utilisé à 3000 km/h grâce à la myéline et le délai minimal pour ne pas confondre deux signaux, ce qui correspond à la précision, se réduit de 30 fois. Entre vitesse et précision, les capacités de traitement d'un signal cérébral en présence de la myéline sont multipliées par 3000. Je dis bien 3000. Pour que cet isolant soit produit et correctement appliqué, il a besoin régulièrement d'une pratique régulière, c'est la pratique approfondie. Donc je répète, ça dit pour que cet isolant soit produit et correctement appliqué, il a besoin d'une pratique régulière et particulière. Il s'agit de la pratique approfondie. La pratique approfondie. Des études scientifiques ont montré qu'il faut compter environ 10 000 heures de pratique pour devenir expert dans un domaine donné. Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 000 heures, quelqu'un devient une star de rang mondial et d'autres restent d'excellents amateurs? Parce que vous pouvez prendre deux personnes qui vont faire les 10 000 heures et pourtant, il y a une d'entre elles qui va devenir une star de rang mondial et l'autre va rester toujours un excellent amateur. Alors, il faut savoir pourquoi. Pour l'auteur, la qualité et les caractéristiques de la pratique pendant ces 10 000 heures ont un rôle essentiel pour le développement de la myéline et donc de la qualité du circuit neuronal entraîné. La concentration, l'attention portée à corriger les erreurs, l'avancement laborieux à un rythme très lent sont des composantes caractéristiques d'une pratique approfondie. Ils font toute la différence dans les résultats obtenus. Ce qui permet de progresser est bien la pratique et non la théorie. Quelques minutes d'expérience directe sont beaucoup plus utiles que des centaines d'observations. Ensuite, il y a la notion d'effort. Quand les choses nous viennent facilement, nous ne produisons pas de myéline. C'est en rencontrant et en surmontant des difficultés que les performances de notre cerveau s'améliorent. Cette notion d'erreur et d'effort va à l'encontre de la vision classique sur les talents, l'idée selon laquelle il s'agit d'une qualité innée. Si nous l'avons, les choses devraient nous réussir avec facilité. Ce qui en apparence peut paraître une capacité innée, sans effort, est en réalité le résultat d'un nombre incroyable
d'heures plutôt passées à pratiquer et à se perfectionner. Les 3 règles de la pratique approfondie. La pratique approfondie a 3 règles, c'est-à-dire morceler, répéter et apprendre à ressentir. La règle numéro 1, morceler. Nous allons définir comment faire la pratique approfondie. Il faut décomposer la compétence à acquérir dans ses composantes de base. Et est une approche universelle à toutes les disciplines. Cela commence par beaucoup observer et écouter la compétence désirée jusqu'à s'imaginer soit-même être d'exécuter. Les êtres humains ont une énorme capacité à reproduire un comportement ou une action en imitant les autres, même de manière inconsciente. Il faut ensuite diviser cette compétence dans les segments les plus petits possibles. On commence par apprendre chaque segment séparément jusqu'à les maîtriser à la perfection avant de les relier aux autres et reconstituer ainsi progressivement l'ensemble. La progression la plus efficace dans chaque segment doit se faire très très lentement à une allure d'escargot. L'important, ce n'est pas à quelle vitesse vous pouvez y arriver, mais à quelle lenteur vous pouvez y arriver correctement. À ce moment, il faut se concentrer sur les erreurs d'exécution, pourquoi elles arrivent, comment faire pour les corriger définitivement. Ralentir au maximum puis accélérer permet de se familiariser avec l'architecture interne de chaque segment. L'apprentissage se fait ainsi en profondeur. La règle numéro 2, répéter. Rien n'est plus efficace dans l'acquisition d'une compétence que l'exécution de l'action. Répéter l'action encore et encore de manière attentive en étant focalisé sur la détection et la correction des erreurs permet de perfectionner les circuits neuronaux sous-jacents. Pour que la répétition soit vraiment efficace, il ne suffit pas de passer beaucoup de temps à pratiquer. Excusez-moi. Il faut pratiquer toujours à la limite de nos capacités. Un bon moyen pour savoir si c'est le cas est le niveau d'effort requis par la pratique. Si la pratique nous paraît facile, naturelle, c'est que nous sommes trop dans notre zone de confort et notre apprentissage est limité. Si au contraire, elle nous demande beaucoup de concentration et d'effort, nous sommes sur la bonne voie. Pratiquer de cette manière demande beaucoup d'énergie. Il y a une limite dans la quantité de temps que nous pouvons passer chaque jour dans la pratique approfondie, entre 3 heures et 5 heures. C'est d'ailleurs la durée typique d'entraînement quotidien des athlètes, pianistes, joueurs d'échecs, écrivains, etc. Au-delà, quand on sort de la zone de pratique approfondie, continuer n'apporte pas d'avantage et on ferait mieux de s'arrêter. Règle numéro 3, apprenez à ressentir. L'objectif de la pratique approfondie est d'envelopper les circuits neuronaux dont nous avons besoin avec la myéline. Nous pouvons apprendre à ressentir et à reconnaître les sentiments associés à l'acquisition de compétences. Cela consiste à s'entraîner dans un cycle d'action spécifique. Choisir un projet d'apprentissage, chercher à l'atteindre, évaluer l'écart entre l'objectif et vos capacités à l'atteindre, ajuster l'objectif d'apprentissage en conséquence avant de recommencer le cycle. En conclusion,
L'auteur nous dit à la fin que les bébés vacillants incarnent la vérité profonde sur la pratique approfondie. Pour être bon, il faut être prêt, voire enthousiaste à l'idée d'être mauvais. Les petits pas du bébé sont la voie royale vers la compétence. Voilà, vous connaissez maintenant quelles sont les caractéristiques de la pratique approfondie et quels sont les effets qu'elles peuvent avoir sur votre cerveau et sur la maîtrise des domaines auxquels vous vous intéressez. Je vous remercie. Merci, Monsieur Adjoumani. À présent, nous sommes heureux d'inviter Dr Khan. Dr Khan, s'il te plaît, pour la présentation de la deuxième partie de notre livre, Le Code du Talent. Dr Khan, vous avez le micro. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci de me donner la parole pour parler de la deuxième partie, sinon de la seconde partie du livre Le Code du Talent de Daniel Coyle. Et je puis vous assurer que j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre et à le préparer pour la présentation, dans le sens où il fait écho justement à toutes les notions neuroscientifiques que nous avons pu apprendre dans le domaine de notre Master 2 en neurosciences. Alors, suite à M. Adjoumani, il faut savoir que l'auteur nous dit qu'il y a 3 éléments dans le talent. Le premier élément du talent, c'est bien sûr la pratique approfondie. Le deuxième élément va être le déclenchement. Et le troisième élément va être l'influence des grands coachs. Vous voyez à présent à l'écran une image d'un animal. Et la question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous reconnaissez cet animal? On le trouve beaucoup en Australie. Il s'agit du kangourou. Alors, question, quel est le lien entre le kangourou et le talent? Autrement dit, quel est le lien entre le kangourou et la myéline? Je vous fais une petite explication avant que nous nous poursuivions. Le kangourou est connu comme un animal qui saute. Quand il se déplace, il ne marche pas, il saute. Et justement, imaginez que lorsque vous êtes stimulé, vous recevez une information. Au niveau de nos neurones, l'information circule à travers les tubes qui ressemblent en fait à des tuyaux. Imaginez, vous êtes en face d'un tuyau. Le neurone, c'est ça. Donc, quand une information arrive, l'information va se déplacer le long du tuyau. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes en train de faire des œufs, des omelettes, et vous oubliez que la poêle est chaude et vous attrapez la poêle toute chaude. À quelle vitesse est-ce que vous allez retirer votre main? La brûlure, la sensation de brûlure, en fait, c'est une information qui va être transmise depuis les récepteurs cutanés, donc de votre peau, jusqu'à votre cerveau, qui va traiter l'information et ensuite vous emmener à réagir. La vitesse de conduction, donc la vitesse à laquelle l'information va être transmise à votre cerveau et ensuite être traitée pour qu'il y ait une réaction, cette vitesse-là va dépendre de l'épaisseur ou de couche de myéline que vous allez avoir autour de vos neurones. Qu'est-ce qui se passe? Dans les processus d'acquisition de connaissances, plus on apprend quelque chose, plus la gaine de myéline va s'enrouler autour du tube, donc du tuyau. Plus il va y en avoir, plus l'information va circuler très vite. Pourquoi? Parce que, comme en électricité, cette gaine de myéline réagit, en fait, se comporte comme un isolant. Donc, l'information ne va pas être transmise directement, mais elle va être transmise de ce qu'on appelle d'un nœud de Ranvier à un autre. Le nœud de Ranvier, c'est la jonction entre 2 gaines de myéline, qui est ici, en jaune. Là, c'est le tube, le neurone, qui est enroulé, entouré de gaines de myéline. Donc, cette gaine, comme je l'ai dit, va se comporter comme un isolant, puisque l'information va passer comme un potentiel électrique. C'est une gaine isolante. Donc, l'information va sauter d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier.
Donc, au lieu que l'information traverse tout le long du tube, elle va sauter d'un nœud à un autre. D'où la corrélation avec le kangourou. Et d'ailleurs, on parle de conduction saltatoire parce que l'information se déplace sous forme de saut d'un nœud de ranvier à un autre nœud de ranvier. Alors, cette découverte, elle est extraordinaire parce que Daniel Coyle nous apprend qu'en réalité, le génie n'a pas de génie. Je n'ai pas à envier un Einstein, dans le sens où j'ai la possibilité d'être un Einstein. L'Ivoirien dirait peut-être, il n'y a rien dans jalousie. Non, il ne s'agit pas de jalousie. Il ne s'agit pas d'envier les connaissances ou les talents des autres, mais de se découvrir la capacité soi-même d'aspirer à ses compétences, à ses talents, tout simplement en pratiquant ce qu'il appelle la pratique approfondie. Et d'ailleurs, il nous dit que nous sommes tous nés avec la possibilité de devenir des maîtres. Comment y arriver? C'est ce dont a parlé M. Adjoumani, avec notamment la question du morcelage de l'information. Lorsque vous devez traiter une tâche, imaginez que la tâche est un tout, que vous allez diviser en segments les plus petits possibles et jouer avec le temps en ralentissant ou en accélérant en fonction de comment est-ce que vous voulez acquérir cette information. Ensuite, vous allez la répéter. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, la répétition est inestimable et irremplaçable. À force de faire une chose, de la répéter, on finit par l'intégrer et à avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus fluides, si je puis m'exprimer ainsi. Le troisième élément, c'est de ressentir en fait ce que nous allons accomplir comme tâche. Donc cela demande de puiser en soi. Et il nous apprend que nous n'apprenons pas en réalité en contournant les difficultés. Et il nous cite une image très belle. Et d'ailleurs, M. Adjoumani nous a lu un morceau de la page 105, un chapitre de la page, un paragraphe, je dirais, de la page 105, où justement, l'auteur, en fait, nous demande de nous imaginer comme étant un bébé vacillant. Quand un bébé tombe, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Même si chaque pas est difficile, il se relève toujours avec le même enthousiasme. Et justement, il nous dit que la sensation d'être un bébé vacillant, c'est de s'efforcer maladroitement d'atteindre un objectif et de tomber. Et il dit que c'est une sensation d'instabilité que toute personne sensée chercherait instinctivement à éviter. Qui a envie d'être maladroit? Sauf que il faut être prêt à s'autoriser, à tomber et à échouer. Parce que c'est à force d'échouer, de reprendre, d'échouer, qu'on finit par acquérir des connaissances. La deuxième partie du talent, c'est ce qu'il appelle le déclenchement. Le code du talent, le déclenchement, pour lui, fait écho à ce qu'il appelle la motivation. Le déclenchement, imaginez-le comme un éveil qui vient du monde extérieur, sous forme de signaux déclencheurs. On regarde quelqu'un faire, réaliser une tâche, réaliser un exploit, une prouesse, et on se dit, mais si cette personne y est arrivée, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Donc le déclenchement va venir de là. La motivation va venir de là, de cette chose qu'on va regarder, de cet exploit devant lequel on va être admiratif et qui va nous pousser à déclencher en fait des circuits, nos circuits neuronaux, et donc nous aider à nous lancer, nous aussi, dans le fait de développer ce talent en voulant imiter par exemple cette personne. Et ce qui est très important dans la question du déclenchement, c'est que l'auteur nous apprend que le déclenchement fait appel à l'engagement personnel. À quel point est-ce que vous êtes motivé à apprendre et à réaliser une tâche, à devenir talentueux? Et il nous apprend que, suite à des études qui ont été réalisées, plus on va avoir un engagement à long terme, c'est-à-dire l'envie de réussir, associé à un haut niveau de pratique. Donc, n'oubliez pas la répétition, dont on a parlé dans la pratique approfondie. Donc, plus un haut niveau de pratique va nous aider à atteindre un niveau de compétence élevé. Et l'engagement, c'est une question en réalité de perception de soi, une vision de son futur idéal. Si j'estime que d'ici la fin de ce mois de juin, nous sommes le 24 juin,
j'estime que d'ici le 30 juin, je dois parler de façon fluide le chinois ou l'anglais. Je me donne les moyens de pratiquer. Et quelqu'un peut pratiquer des heures et des heures et des heures, mais si le cœur n'y est pas, le cœur n'est pas à l'ouvrage, les heures, le nombre d'heures ne sera qu'un nombre, qu'un chiffre, parce qu'il n'y aura pas cet engagement de cette personne. Encore une fois, cet engagement, c'est notre implication personnelle, c'est notre motivation personnelle et c'est notre capacité à nous engager à atteindre un objectif que nous nous sommes fixés. C'est au final une ardente et furieuse envie d'apprendre. Le talent, il s'acquiert. Il n'est pas inné, il s'acquiert, il est acquis. À partir du moment où il est acquis le talent, cela veut dire que en suivant les conseils de l'auteur, nous avons la possibilité, nous, d'atteindre des hauts niveaux de compétences. Le déclenchement, donc, cette motivation personnelle, sous-entend que nous sacrifions notre confort actuel pour œuvrer vers un plus gros avantage potentiel ultérieur. Je fais des efforts aujourd'hui pour récolter des fruits demain. Si je n'ai pas semé aujourd'hui, si je n'ai pas labouré la terre de mon cerveau, de mes connaissances, je ne peux pas acquérir de talent. Oui, je peux pratiquer, mais si je ne pratique pas en ayant un engagement personnel, en étant motivé, ces heures de pratique ne serviront à rien. Dans la troisième partie, l'auteur nous parle des grands coachs. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a une floraison de coachs sur les réseaux sociaux. Tout le monde se fait appeler coach. Mais il commence par une citation qui dit ceci: « Un professeur influence l'éternité. Il ne peut jamais dire où son influence s'arrête. » Et à la page 190, je voudrais vous lire ce passage-là où il nous parle de la compétence des coachs. La véritable compétence d'un coach consiste non pas en une sagesse universellement applicable qu'il peut communiquer à tous, mais plutôt dans la subtile capacité à situer le point de bascule à la limite des capacités de chaque élève et à émettre les bons signaux pour aider l'élève à atteindre le bon objectif encore et encore. Ça veut dire que le coach, il a une connaissance approfondie de son élève pour l'avoir observé et il est capable de le pousser et de savoir jusqu'où il peut partir, jusqu'où il peut y aller. Et pour lui, un grand coach doit avoir 4 vertus. Et la première vertu pour lui, c'est la matrice. La matrice, c'est le contenu. La plupart des coachs dont il cite l'exemple ici sont des coachs qui ont des dizaines d'années de pratique. Vous avez à peine fait 6 mois de coaching, d'apprentissage, et vous estimez que vous êtes un coach aguerri. Quel contenu est-ce que vous avez à proposer à ceux que vous prétendez coacher? Quand vous ne savez pas vous-même marcher, comment pouvez-vous prétendre apprendre la marche à quelqu'un d'autre? Donc, il faut qu'il y ait du contenu. Et ce contenu, c'est ce qu'il appelle la matrice. La deuxième vertu pour lui, c'est la perceptivité. Pour lui, les coachs sont comme des caméras. Des gens qui ont la capacité d'observer, de parler, mais surtout d'écouter, d'observer aussi bien la gestuelle de leurs élèves pour comprendre leurs besoins, pour cerner leur profil et ensuite leur proposer le bon programme de coaching. Parce que n'oubliez pas, normalement, un coach a pour objectif de vous faire grandir dans la compétence, dans un domaine pour lequel vous lui faites appel. La troisième vertu pour lui, c'est le réflexe qu'il appelle le réflexe GPS. Un GPS est concis. Donc, il y a la question de la concision des informations que le coach va donner à ses élèves. Et il nous dit encore, concernant le réflexe GPS, que ça va être sur un ton directif. Quand le coach vous demande de faire les choses, il parle en utilisant très souvent l'impératif. Il ne dirait pas « je voudrais que vous fassiez ». Non, fais ceci, ça c'est bon, fais ceci maintenant. Donc, il va être directif parce que vous avez besoin d'informations qui sont concises et précises. Vous devez savoir ce que vous devez faire,
Quand vous savez ce que vous devez faire, vous vous entraînez pendant des heures et des heures à bien faire pour pouvoir acquérir ce talent ou cette connaissance. Le quatrième élément pour lui de la vertu, c'est ce qu'il appelle, des 4 vertus du coach, d'un grand coach, c'est l'honnêteté théâtrale. Donc, c'est la capacité du coach à incarner des rôles. C'est quelqu'un qui peut passer de la voix terrifiante à la voix amicale, en fonction de ce qu'il perçoit, justement. En fonction du besoin, du moment de son élève, il lui dira, il va être plutôt avenant, ou comme je l'ai dit, plutôt terrifiant dans les ordres ou dans les consignes qu'il va laisser à son élève. Et il nous dit encore, concernant les grands coachs, en citant aussi un autre auteur, c'est qu'un enseignant, c'est celui qui se fait progressivement inutile. Et d'ailleurs, il cite aussi des exemples de coachs dont on ne parle jamais, mais dont on parle des talents qu'ils ont réussi à développer. Donc, c'est la capacité du coach à rester derrière et à laisser son élève briller. Donc, il faut qu'en fait, un enseignant accepte aussi d'être humble et d'être en retrait. Mais même s'il accepte d'être en retrait et que son travail n'est pas forcément reconnu, il arrive des fois où justement les projecteurs vont aller se braquer sur le travail de ce coach-là. On dira, quand on voit la progression d'un athlète, que c'est depuis qu'il a commencé à côtoyer tel coach qu'il en est arrivé à ce niveau de performance. Donc les projecteurs vont être braqués sur ce coach-là. Mais dans tous les cas, l'objectif d'un coach, encore une fois, c'est de faire grandir son élève et qu'il n'y ait pas forcément ce rapport, en fait, ou cette relation de reconnaissance ou de redevabilité qui va être éternelle, en fait. Parce que vous tirez votre épanouissement du nombre de personnes que vous arrivez à impacter. Et pour terminer, voilà un schéma qu'on peut trouver dans le livre de Daniel Coyle. Daniel Coyle nous dit que pour arriver au talent, il nous faut une pratique approfondie. Cette pratique approfondie est le premier élément du talent. Cette pratique approfondie se fait selon 3 schémas. Vous devez morceler l'information, vous devez la répéter et vous devez apprendre à la ressentir. Mais pour arriver à ce niveau de pratique approfondie, vous pouvez être sous l'influence d'un déclenchement, de signaux déclencheurs qui viennent de l'extérieur. Ils ne viennent pas de vous. Vous avez vu quelqu'un pratiquer un exercice, un art, et vous vous êtes épris d'admiration et même, je dirais même de passion pour cet art-là. Et donc, cet élément-là va être un facteur déclencheur chez vous et nourrir votre motivation. Et les grands coachs vont intervenir en 3e position comme étant soit des signaux déclencheurs, en fait. Le fait de voir un coach qui est un excellent orateur peut servir d'élément de motivation pour vous. Tout comme ces coachs-là peuvent vous accompagner dans la pratique approfondie. Et le tout mis ensemble va vous faire aboutir au talent. La découverte sur la myéline sont porteuses d'espoir, dans le sens que la médiocrité, le fait d'être moyen ne sont pas des fatalités. Je dirais même, quand on dit de quelqu'un qu'il est bête, être bête n'est pas une fatalité. Parce que nous avons la possibilité d'enrouler autour de nos neurones des gaines isolantes de myéline. Comment? Par la pratique, en faisant, en échouant, en refaisant, en échouant et en refaisant, de sorte que nous atteignons des hauts niveaux de performance ou de compétence. L'autre élément qui est intéressant, c'est que l'éducation, les valeurs, l'environnement, la psychologie sont autant d'éléments qui interfèrent avec l'acquisition de compétences, donc d'un talent. Mais quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut être vieux et continuer d'apprendre parce que le processus de myélinisation est un processus qui va s'étaler tout au long de la vie, sauf qu'avec l'âge, avec la vieillesse, ce processus-là va être beaucoup plus ralenti par rapport à un enfant qui va produire encore plus de myéline. Et c'est cette myéline-là, en réalité, qui va expliquer le fait que vous soyez vif dans vos réactions. Permettez-moi d'être un peu sadique. Imaginez sous vos sièges, là, d'où vous nous suivez, qu'il y a un serpent.
Il y en a qui vont bondir. La capacité à traiter l'information. Déjà à traiter l'information avant de bondir de sa chaise. Tout ça va être déterminé par la couche, donc l'épaisseur de myéline qu'il va y avoir autour de nos circuits neuronaux. Donc oui, les génies existent, mais nous pouvons tous prétendre à être des génies, à être des maîtres, si nous savons être sous l'influence de signaux déclencheurs extérieurs qui vont venir déclencher en nous une certaine motivation, que nous avons des coachs qui nous accompagnent, qui peuvent être aussi des mentors, mais qui nous accompagnent en nous donnant des ordres qui sont concis et clairs et en nous disant exactement ce que nous devons faire et en pratiquant la pratique approfondie, nous allons finir par être des talents. Je vous remercie.